Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et aujourd'hui je vais tester pour vous le Motorola Moto G 2014 ou aussi appelé Moto G deuxième génération, seconde génération. C'est un nom un peu particulier en fait si vous voulez, le Moto G s'appelle Moto G tout court, celui-ci s'appelle Moto G et celui de l'année dernière s'appelle Moto G. La seule distinction c'est que celui-là c'est le nouveau. Et donc quand vous achetez un Moto G, faites juste attention que ce soit bien un 5 pouces, ça c'est déjà l'argument, enfin le point principal. Généralement il est bien distingué et le nom entre guillemets officiel c'est Motorola Moto G seconde génération. Écrit seconde en abrégé. Bon voilà, c'était juste pour introduire et ne pas confondre également avec le Moto G 4G. C'est pas la même chose. Le Moto G 4G, c'est un Moto G 2013 qui est 4G. Celui-ci, il est pas 4G, il est dual SIM, mais c'est celui de cette année. Voilà, en introduction, j'espère que c'est suffisamment clair. Alors, on va passer dans les specs. C'est un appareil qui tourne sur Android, c'est du 4.4.4. C'est un appareil qui est uniquement 3G et qui est dual SIM avec la possibilité de mettre une micro SD. J'ouvrirai peut-être derrière, je vous montrerai comment ça se passe à l'intérieur. On a un écran 5 pouces, c'est du 720p, ça lui fait 294 ppi, c'est du IPS LCD protégé par Gorilla Glass 3. On a deux versions au niveau de la mémoire, celui-ci est en 8 Go, mais on a également une 16 Go. Honnêtement, j'ai cherché sur internet, j'ai surtout trouvé la 8. Donc après, à voir si vous arrivez à trouver la 16. Vous pouvez mettre dans tous les cas une micro SD jusqu'à 32 Go, ce qui est quand même nécessaire, notamment pour la 8. 8 sur le papier, dans les faits, c'est moins que ça. Je crois que j'ai 6 sur celui-ci. On a 1 Go de RAM, un appareil photo 8 mégapixels avec un flash LED juste à l'arrière. On regardera ça un peu mieux après. Il est capable de filmer en 720p. Et on a une caméra frontale de 2 mégapixels, juste en haut à droite. Il tourne sur un chipset de Qualcomm Snapdragon 400, c'est du quad-core 1,2 GHz. Et on a une batterie de 2070 mAh. Et c'est à peu près tout. Ah oui, juste pour info, au niveau de la SIM, c'est de la micro SIM. Voilà, c'est assez standard. Et je vais... Est-ce que j'ouvre ça tout de suite? Ouais, j'ai les doigts dedans, donc oui. Pendant ce temps-là, j'essaie de vous parler de prix parce qu'en fait, c'est pas facile d'ouvrir. 8 Go, 195 euros. Là, je regardais sur Expansys, donc moins de 200 euros ou 200 euros. Là, vous avez donc le slot. Là, vous avez le slot pour la micro SD et là, les deux slots SIM. Moi, j'en ai une ici. J'ai pas utilisé la seconde, mais vous avez une gestion de la SIM de cette façon-là. La batterie n'est pas amovible. C'est pas parce que la coque est amovible, hein, vous le voyez, que la batterie est forcément accessible. Sur le premier Moto G, il me semble que c'était la même chose. Voilà. C'est à peu près tout. La coque s'enlève assez rapidement, mais il faut tirer un petit peu fort. Faut pas avoir peur d'y aller un peu fort. Voilà. Ok. Donc ça c'était pour les specs. Il y a juste un petit truc à savoir, c'est que par rapport au précédent Moto G, il n'y a pas énormément de différence. On a l'écran qui est plus grand, 5 pouces au lieu de, je crois, attendez, je le sors là comme ça, je l'ai, 4.5. On a l'appareil photo qui passe en 8 mégapixels alors qu'on était en 5 mégapixels. La caméra frontale qui est améliorée également. Il y a quelques petits éléments comme ça. Par contre, au niveau du chipset, on est toujours sur le même. Donc Snapdragon 800, quad-core 1,2, on a toujours 1 Go de RAM, on a toujours 8 et 16 au niveau de la mémoire. Une autre différence, c'est qu'il y a un slot micro SD, ça c'est quelque chose qui manquait sur le premier Moto G, et on a la même batterie de 2070 mAh. Voilà, je pense avoir fait le tour. Il y a un truc à savoir aussi, c'est que de fait, comme on passe en 5 pouces par rapport au 4.5, mais en restant sur du 720p, on va avoir une densité de pixels qui est inférieure, et vous verrez que c'est pas vraiment un problème. Ok. On va passer sur le design. Il partage vraiment le design avec le précédent Moto G. À cela près qu'on a vraiment ces deux barres à l'avant qui ressortent vraiment beaucoup. Là, on voit que ça. Quand je vous le montre de face, il n'y a pas de logo, il n'y a rien, mais il y a ces deux barres là qui apparaissent. Alors là, il est en noir, on l'a également en blanc. Ça doit être un peu plus discret, hein, ces deux barres. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'ailleurs derrière ces deux emplacements? Là où on a la sortie audio. En bas, on a le micro, mais on a également deux haut-parleurs. Il y en a deux. Et deux haut-parleurs frontaux. Et ça, c'est plutôt sympa. Moi, j'aime bien. Et vous verrez que la qualité est quand même pas mal. Je vais zoomer un petit coup pour vous montrer quelques petits éléments là-haut. Donc la sortie audio, la caméra frontale juste ici. Et entre les deux, ça se voit pas, mais il y a une LED de notification pile entre les deux. Là, en bas, on n'a rien à signaler, à part, bien sûr, les touches de l'interface une fois que vous avez allumé l'écran. Sur la droite, la touche on-off verrouillée déverrouillée, le bouton de volume. Il y a un truc à savoir, c'est que ces touches, elles sont assez dures à appuyer. C'est pas impossible, mais c'est juste que c'est
je trouve que c'est trop d'efforts pour juste appuyer sur une touche. Enfin, voilà, je suis pas feignant ou quoi, mais c'est simplement que elles sont plus dures à appuyer que la plupart des mobiles que je teste et c'est vraiment ça m'a marqué. Je trouve ça un peu dommage, mais c'est un détail. Sur la gauche, on a absolument rien. En dessous, ça se voit pas très bien, mais on a un slot, enfin on a l'emplacement pour la micro, pour micro USB, enfin, j'ai du mal. Et là, le jack 3.5 mm. À l'arrière, donc on a toujours ce design, hein, vous voyez, avec une plaque à l'avant. Bon, là, on a ça ici. La coque arrière qui est en soft touch et qui est légèrement bombée. Vous le voyez comme ici. Et en haut, on a cet effet-là, vous vous souvenez peut-être sur le Moto G, c'était la même chose. Je crois que le Moto X intègre aussi ça. On n'a pas encore testé le nouveau Moto X, mais le précédent, je crois que c'était ça aussi. Avec le logo Motorola incrusté dans une sorte de relief en sorte de demi-sphère. Enfin, c'est pas exactement ça, mais bon, vous voyez à peu près ce que ça donne. C'est plutôt sympa, c'est assez sobre. Moi, j'aime bien les designs sobres quand même. Et là, c'est pas mal. Le flashlight, tout est en ligne avec l'optique. Et c'est tout, donc pas de haut-parleur puisque le haut-parleur se trouve ici. Et pas de mention obligatoire parce qu'a priori elle se trouve sur l'intérieur, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc c'est à peu près tout niveau ergonomie, mis à part ce petit élément lié au bouton sur les côtés que je trouve un petit peu lourd, un petit peu dur, pardon. Je trouve que c'est un appareil qui se manipule très bien. Pour comparer à un autre 5 pouces, hop, comme d'habitude j'ai mon petit Nexus 5 qui est un 5 pouces plutôt bien optimisé, je trouve, et donc qui vient juste de faire une mise à jour. Et donc voilà, la différence de taille, ça donne à peu près ça. Le Moto G en fait est plus haut. Enfin, ça se voit pas très bien, mais attendez, je vais essayer de vous le caler bien. Voilà, il dépasse un petit peu ici. En largeur, il est légèrement plus large et un peu plus épais globalement. Donc c'est un 5 pouces moins bien optimisé, mais honnêtement, quand on le prend en main, bah, ça va. Si vous comptez pas l'utiliser à une main en permanence, mais honnêtement, je vais vous montrer ça. Le pouce peut arriver assez haut quand vous le manipulez comme ça. Après, il faut avoir ça dépend de la taille de vos mains, bien entendu. Après, ça dépend comment vous le positionnez. C'est vrai que si vous le tenez comme ça, ce qui est un peu bizarre d'ailleurs, vous pouvez pas aller tout en haut, mais si vous le tenez de cette façon-là, voilà, il y a toujours moyen à 5 pouces d'utiliser d'une main. C'est pas extrêmement confortable, mais ça reste tout à fait possible. Et les touches sur le côté, au-delà du fait qu'elles soient un peu dures, sont tout à fait bien placées. C'est à peu près tout pour ça. Alors, l'écran. On a finalement un bel écran. On passe en 5 pouces. C'est quand même confortable. Oui, on reste sur une résolution relativement faible. Bon, ça, c'est du 720p quand même. 294 ppi, écoutez, ce que ça donne, c'est que la lisibilité n'est pas forcément moins bonne, je trouve. Déjà, on voit pas les pixels, regardez, là, sur les contours, c'est pas... Moi, ça m'a pas choqué, je trouve que c'est carrément lisible. Sur le web, il n'y a pas de souci non plus, on verra un petit peu tout à l'heure. Au niveau des couleurs, elles sont suffisamment vives, mais pas trop. Les noirs sont pas extrêmement profonds. Alors là, à la caméra, l'exposition est un peu... Enfin, les contrastes sont un peu plus marqués peut-être. Donc vous voyez pas trop, mais les noirs sont légèrement grisés quand même, mais pas trop. Moins que, je sais pas, en tête là comme ça, j'ai des terminaux Xperia par exemple, qui ont tendance à faire ressortir un peu les noirs de manière très grise. Là ici, ça va. Et après, le seul truc que j'ai remarqué, honnêtement, c'est pas grand chose, c'est les angles de vue. Sur les côtés, ça va. Alors là, on dirait pas trop parce qu'il y a des reflets. Mais c'est plus la luminosité qui change pas mal quand on le regarde d'un angle comme ça avec un coin. C'est un peu bizarre, mais si vous voulez, sur les côtés, en fait, ça va. Mais c'est comme ces angles-là, vous voyez la luminosité qui est altérée quand on le regarde sur ces angles. Je sais pas pourquoi, comment ça s'explique. C'est pas très intéressant d'ailleurs. Mais c'est le seul défaut que j'ai, enfin, seul reproche qu'on pourrait faire à cet écran. Sinon, c'est vraiment pas mal du tout. Alors, ensuite, dans l'interface, qu'est-ce qu'on a On a du Android, comme je vous disais, 4.4.4, juste ici, avec finalement quelque chose d'assez brut et standard. C'est de l'Android vraiment très classique, légèrement retravaillé par Motorola, mais très légèrement, il n'y a pas grand chose à dire. Donc on va passer assez vite, je pense, dans toute la partie fonctionnalité. En tout cas, tout ce qui est classique. Après, il y a quelques éléments ajoutés par Motorola qui sont pas inintéressants et sur lesquels on va se poser quelques instants. Donc bon, bien sûr, vous pouvez personnaliser l'interface, mettre des widgets, je sais pas, je pense que vous, vous commencez à connaître Android. Euh,
Voilà, on compose un numéro, on a cette interface-là avec des propositions qui s'affichent là. Par exemple, je tape 1, 2, 3, j'ai des propositions juste ici. On a le journal des appels ici avec tous et manqués. On peut accéder au contact soit dans le menu, soit via directement l'interface de téléphonie. C'est du classique ici, il n'y a vraiment rien à dire, hein. On rentre dans une fiche, on a les informations comme ça. On peut synchroniser bien sûr des contacts de différentes sources, mais il n'y a pas d'intégration sociale particulière. On peut appuyer sur une vignette pour ouvrir une pop-up et ensuite contacter la personne rapidement sur son téléphone, lui envoyer un message directement en appuyant ici, le mettre en favori. Voilà, il y a ce genre de choses. Les textos, ils s'affichent de cette façon-là, encore une fois, standard Android. Et ensuite, on a un mode de discussion, hein, vous connaissez, je pense. Je vais envoyer un texto, voilà. Et ça n'a pas marché. Et ce clavier-là, je vais m'attarder 2 secondes sur le clavier parce que en fait c'est le clavier AOSP d'Android, donc c'est un clavier vraiment standard, mais qui je trouve fonctionne décemment. Salut les amis, ça va? Hop, tac, voilà. Donc moi, honnêtement, c'est un clavier qui peut faire l'affaire. Après, vous le testez. Et si vous estimez qu'il n'est pas suffisant pour vous, c'est-à-dire que la correction, l'anticipation, les propositions ne sont pas suffisamment pertinentes, vous pouvez très bien l'échanger contre un autre. Et on peut aussi utiliser ce mode swipe là pour taper des mots en traçant des lignes entre les lettres. Ça aussi, c'est devenu complètement standard Android. Que dire de plus là-dedans? Je pense qu'on va passer dans le menu directement. Hop, voilà, le menu qui ressemble à ça, menu des applications, avec l'agenda, que vous pouvez synchroniser bien sûr avec différentes sources. De base, il se synchronise avec Google, mais bien sûr, vous pouvez le synchroniser avec d'autres sources. Vous avez l'aide, voilà, qui va vous apprendre à utiliser plus ou moins le terminal. Alors ensuite, je vais passer dans l'ordre du menu comme d'habitude, et il y a quelques applications, vous voyez, avec des icônes d'ailleurs plutôt sympas, je trouve, qui sont proposées par Motorola. Donc là, il y a Alert, Assist, Migrate, et je crois que c'est tout. Ouais, je crois que c'est tout. Donc ça, c'est une application qui vous permet... Il y a différentes choses. Première chose, vous pouvez déterminer des contacts, donc à contacter en cas d'urgence. Ça, c'est l'application qui s'en charge. Vous pouvez déterminer des lieux euh, que vous pouvez utiliser après pour... Enfin, vous allez voir de différentes façons. Et ensuite, après, là, j'ai j'arrive pas à parler. Là, c'est les alertes de lieu qui sont désactivées. Donc, en fait, il y a différentes choses. La première chose, c'est ce mode urgence. Vous appuyez dessus. Ça prend quelques petites secondes et attention. Voilà, il y a une alerte, il y a un texto qui est envoyé, enfin ils appellent ça une notification. Écoutez, je suis pas sûr de ce que ça signifie. Si tu veux bien annuler ça, voilà. Donc après, quand je fais ça, il dit regarde des notifications des contacts en cours. Je pense que ça envoie un texto. J'ai pas testé, mais normalement ça envoie un texto à la personne en disant il y a ce contact qui est en mode urgence. Voilà. Après, je sais pas. C'est à vous de voir ce que vous pouvez en avoir comme utilité, mais il y a ça. Ensuite, il y a me retrouver. Vous pouvez dire rapidement à quelqu'un viens me retrouver à tel endroit. Ça va détecter votre position. Donc là, c'est pas tout à fait exact, mais c'est pas bien loin. Et vous pouvez mettre un message, définir un destinataire de base, il y a quelqu'un qui est choisi. Et ça c'est marrant, enfin c'est marrant, c'est plutôt sympa, vous pouvez dire me suivre. Et donc c'est suis-moi, et toutes les 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 30 minutes, ça va envoyer un message à une personne avec, enfin au contact, avec votre localisation, votre position, a priori votre position GPS ou bien votre adresse, je suis pas sûr, l'un ou l'autre. Et, euh, et regardez, annuler lorsque j'atteins une position enregistrée. Ça, c'est pas mal aussi. Donc, la question, c'est à quoi ça peut servir tout ça. Normalement, il y a ça aussi. Les alertes de lieu, vos contacts sectionnés, voilà, c'est ça. Je sais pas pourquoi il est intégré en bas, mais pourquoi pas. En gros, quand vous avez des lieux ici, par exemple, vous avez votre domicile et votre boulot, eh bien, si ça est activé, ça veut dire que quand vous allez quitter votre boulot, ça va envoyer un texto au contact en question en disant telle personne a quitté ce lieu. Et si vous arrivez chez vous, ça va le dire. Donc typiquement, si vous avez un enfant d'un âge à avoir un smartphone, on va dire, et que vous avez envie d'être sûr que tout se passe bien, ou je sais pas trop quoi, dans son trajet pour revenir de l'école, aller à l'école, etc., vous activez ce truc-là.
vous le mettez dans le sac à dos, et comme ça vous êtes au courant que votre gosse est bien arrivé à la maison, ou est bien arrivé à l'école, etc. Donc ça permet un peu de, entre guillemets, monitorer, espionner, entre guillemets aussi, parce que bon, pour les enfants c'est plus une question de sécurité. Après c'est à vous de voir ce que vous voulez en faire. Le mode urgence, je suis pas sûr de quoi ça peut servir, enfin, en soi. Mais bon, pourquoi pas. Remarquez pourquoi pas. Moi je trouve que c'est malin d'intégrer des nouvelles fonctionnalités. Et ça, c'est assez unique. Finalement, il y a assez peu de constructeurs qui proposent ce genre de choses. Alors, l'appareil photo, il a été modifié par Motorola. On retrouve l'esprit, vous savez, alors, hop, non, là comme ça, avec les menus tactiles qu'on trouve notamment sur les terminaux sous Android brut. Depuis une récente mise à jour de l'appareil photo, mais c'est pas le même visuel et c'est pas exactement les mêmes fonctionnalités. Donc on peut zoomer en faisant comme ça, donc jusqu'à 4 fois. On peut activer cette petite roue des fonctions. Donc là avec le mode HDR, activé ou non, le flash. Ça, je vous montrerai ça après, mais c'est pour gérer. Ouais, on va regarder ça un tout petit peu après, parce que c'est utile pour vous montrer comment on prend une photo à proprement parler. Le mode vidéo 720p en HD ou ralenti, c'est pas mal. Le mode ralenti, c'est pas excellent, mais c'est pas mal. Et mode panorama. Alors, de base, en fait, ce qui va se passer, c'est que le focus va se faire tout seul et vous appuyez, ça va prendre une photo. Si vous activez. Si tu veux bien m'aider. Non, tu veux pas m'aider. Quoi, je suis en mode panorama. Vindiou. Si tu permets, ouais. Je sais pas pourquoi. Ouais, non, j'étais en mode. Non, j'étais. Ah oh, pardon, excusez-moi. J'ai aussi loupé ça. La géoloc, voilà. Ça, c'est ce qu'on veut enregistrer sur la micro SD. Si vous avez une micro SD, ça c'est pour la résolution. Et puis ça change aussi le ratio au passage, 8 ou 6 en 16:9 ou en 4 tiers. Et là, c'est le son de l'obturateur. Moi, j'aime bien de pouvoir l'enlever, ça c'est plutôt sympa. Et donc, ça permet ensuite d'être un peu plus précis quand vous prenez vos photos. Vous déplacez ça. Quand vous le lâchez, en fait, ça va faire le focus sur l'endroit où c'est posé et ça va régler l'exposition pour s'adapter en fait à la scène. Et après, vous appuyez, ça prend la photo. Le mode caméra frontale. Et d'ailleurs, j'ai pas regardé quelles options on a en caméra frontale. On a HDR, géoloc, résolution et obturateur. Ok. On peut également filmer rapidement en appuyant juste là. Là, ça filme. Je peux zoomer, dézoomer pendant une vidéo. Je peux prendre une photo ici en faisant ça. Et c'est à peu près tout. L'interface est sympa, c'est juste qu'il n'y a pas beaucoup de fonctions, il n'y a pas beaucoup d'options. Mais je pense que pour la plupart des utilisateurs, ça peut suffire largement. Donc voilà, pourquoi pas, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Ensuite, toc toc toc, Assist. Assist, c'est quelque chose qu'on avait déjà découvert sur les précédents terminaux Motorola qu'on avait testé. Et finalement, à quoi ça sert? Alors, c'est très très simple, vous avez des modes. En fait, ce qui est intéressant de noter quand même, je tiens à le mentionner pour ceux qui ont suivi depuis longtemps l'actualité Motorola, enfin depuis un certain temps, sur les derniers Razer, on va dire, qui sont sortis, notamment le Razer HD, le Razer i, ces appareils-là, on avait aussi un truc similaire à Syst, mais c'était plus complet en fait. C'était une sorte de tasker, pour ceux qui connaissent pour Android, qui permettait vraiment de déterminer si j'arrive à tel endroit, ça va faire telle action et telle action. Si je me connecte à tel Wi-Fi, tu vas aller faire ci et ça. Là, ils ont décidé de simplifier ça, je sais pas pourquoi. Ils ont dû faire peut-être une étude et ils ont réalisé que les gens l'utilisaient peut-être pas. Et du coup, là, vous avez des modes prédéterminés. Donc, par exemple, je suis au volant, j'active soit me lire les SMS et les MMS, soit lire la musique via un casque. Là, j'ai un mode réunion que je peux activer, hop, en appuyant là, comme ça. Ça, c'est les actions en fonction des différents modes. Là, de 23h à 6h, hop, tu me le mets en mode silencieux, s'il te plaît. Voilà, c'est ce genre de choses. Domicile, si je suis à mon domicile, fais telle et telle action. C'est assez basique. C'est moins complet, mais c'est peut-être plus simple à utiliser, donc pourquoi pas. Ça, c'est des choses que j'ai rajoutées moi. Calculatrice très classique. Ensuite, on a donc Cars, c'est un jeu que j'ai installé pour tester. C'était pas très intéressant d'ailleurs. Le jeu est pas terrible. C'est pour les enfants en fait. J'étais pas sûr. Le web. Alors, le web, ça se passe de base avec Chrome, ce qui est une bonne chose. Hein. Pas de souci. Chrome, ça marche bien. L'expérience est bonne la plupart du temps. Donc là, par exemple, je suis sur Test Mobile. C'est une version mobile, enfin une version responsive design. Elle est assez lourde, mais ça tourne bien. Après, quand vous allez sur des sites un tout petit peu plus lourds, vous allez constater que le défilement est un tout petit peu plus saccadé. C'est pas saccadé, mais c'est juste qu'il y a
Il y a un léger délai, vous savez, quand vous lancez le défilement, ça prend un tout petit peu plus de temps à se lancer. C'est subtil, mais ça se ressent quand même. Donc voilà, l'expérience est juste moins bonne quand on est sur un site un peu plus lourd. Voilà, c'est en train de charger. Sinon, l'intérêt de Chrome pour Android, pour ceux qui savent pas, c'est que vous avez des onglets. Alors ça, c'est un classique. Hein. Vous avez des onglets sur quasiment tous les navigateurs proposés. Moyennant quoi, ici, ce qui est bien, c'est que vous pouvez synchroniser avec Google. Et typiquement, j'ai Chrome sur mon ordinateur. Je peux avoir les mêmes onglets, je peux avoir les mêmes favoris, l'historique, je crois aussi. C'est tous ces petits trucs-là et c'est plutôt sympathique. Donc là, c'est encore en train de charger. Mais je peux défiler sans trop de soucis, voilà, vous voyez. Là, c'est un test, donc c'est un petit peu plus lourd, il y a plus d'images, il y a une galerie, et puis ça fonctionne quand même bien, mais vous attendez pas, pardon, vous attendez pas à avoir la meilleure expérience possible en termes de réactivité sur les sites un petit peu plus lourds, on va dire. Ok, tout ça on a vu. Le client email, il y en a deux, hein, c'est le classique, le combo classique on va dire. Vous avez le client Gmail qui permet de configurer uniquement vos comptes Gmail et vous avez celui-là qui est universel. Les deux partagent partagent la même interface. Depuis peu en fait vous avez aussi les avatars sur les côtés. Mais concrètement, c'est la même chose, c'est juste que celui-ci est ouvert aux autres et Gmail est fermé à Gmail, voilà, avec une interface qui est très légèrement différente, mais qui se ressemble vraiment. Ça marche très bien. Honnêtement, la partie email, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu d'innovation sur l'email parce que d'une certaine façon, on se suffit, ça nous suffit d'avoir ça, d'avoir ce genre de choses et honnêtement, c'est très bien. Mais il n'y a rien de nouveau qui arrive sur la partie email depuis un certain temps. La galerie, alors, j'ai regardé sur mon Nexus qui est en 4.4.4, alors il est sous Paranoid Android, donc à mon avis ça altère un petit peu ce que je cherchais justement, ça me gêne un petit peu pour juger, mais en gros cette interface de galerie, je crois que c'est une modification de Motorola. Dites-moi dans les commentaires si c'est pas le cas, mais il me semble que c'est une légère modification de Motorola. Dans tous les cas, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la pellicule, donc ça regroupe tout ce que vous avez capturé avec votre terminal, avec la date, enfin en tout cas le mois qui s'affiche ici, c'est plutôt sympa. Chronologie, ensuite c'est par jour. Donc là le 14, là du 10 au 13, là c'était en 2010. Ça c'est des vieux clichés, donc ça va aller chercher dans les exifs du fichier pour sortir la date, ce genre de choses. Et puis vous avez album ensuite plus classique avec les dossiers, etc. Ça marche bien, honnêtement. Là, par exemple, je vais rentrer dans... Je sais pas... Bon, ça, c'est le dossier d'aujourd'hui. C'est plein de photos de test. C'est pas très intéressant. Mais on a quand même une belle interface qui est plutôt agréable à utiliser. On peut modifier avec des effets, ce genre de choses. Ça, c'est de base dans Android. Il y a un truc, par contre, qui est sympa. Si j'arrive à trouver ça... je crois qu'avec ça, ça va aller. Au passage, je voulais vous montrer peut-être... Bon, bah, vous allez voir. Donc ça, c'est le mode ralenti. Alors, voilà, on va faire comme ça et comme ça. Voilà, ça fait ça. Et ensuite, je peux modifier avec les curseurs. Là, c'est pas très très pratique parce qu'il faut être quand même assez précis, mais bon, là, c'est vraiment pas intéressant. Mais du coup, vous pouvez voilà, faire des petits effets comme ça. Voilà, ça peut être marrant. Alors là, en l'occurrence, le sujet est pas intéressant du tout. Mais oui, si vous filmez des événements sportifs, des performances extrêmes, ça peut être sympa le ralenti, honnêtement. C'est à peu près tout. La galerie est bien. Moi, je l'aime bien, cette petite galerie. Elle est simple, efficace. L'espace, surtout, est bien optimisé. J'aime bien quand l'interface prend pas beaucoup de place. C'est assez épuré. Moi, ça me plaît. Euh, ok. Pas grand chose à dire, j'ai testé le GPS, j'ai rien constaté d'anormal, il réagit bien. D'ailleurs, en parlant de ça, je tenais aussi à mentionner, parce que j'ai peur d'oublier, vu qu'on a déjà parlé de téléphonie, mais en gros, donc c'est un appareil dual SIM, ça, ok. Vous pouvez gérer les SIM ici, vous avez vos deux SIM là, et vous pouvez déterminer ensuite dans les paramètres quel SIM utiliser pour quel usage, hein, ça c'est vraiment un classique. Et à côté de ça, j'ai constaté que la réception était pas mal du tout. En fait, en l'occurrence là, moi je suis en Ile-de-France avec Bouygues Télécom, j'ai constaté que la perte était inférieure à un G3 ou un G2. C'est la référence que j'avais en tête parce que ce test, je le fais pas à chaque fois et je vais essayer de le faire plus régulièrement.
vu que vous me l'avez demandé dans les commentaires. Et donc j'ai l'impression que, en tout cas là où je suis, la réception est un poil meilleure que certains terminaux haut de gamme, notamment là en l'occurrence le G3. Donc plutôt pas mal sur cet aspect-là. Et réception Wi-Fi, j'ai rien constaté de différent. Quand je suis à une certaine distance de ma borne, j'ai le même type de réception que... c'est un peu mieux que sur mon Nexus 5, par contre, j'ai quand même remarqué ça. Mais je compare aussi par rapport au Mate 7 que j'ai encore en test. C'est à peu près la même chose. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a Motorola Migrate, donc migration, qui vous permet, moi j'aime bien ce genre de choses, ça vous permet de passer d'un terminal Android à celui-là. Donc par exemple, vous venez du précédent Moto G, ce serait pas forcément très pertinent, mais je sais pas, d'un Galaxy Ace et vous voulez acheter ça, pourquoi pas. Eh bien vous vous mettez là en mode Android et vous faites la synchronisation. Je sais pas comment ça se passe après. J'ai jamais testé parce que j'ai pas d'autres appareils à synchroniser avec. Mais vous connecter. Ok, il va créer un hotspot Wi-Fi et peut-être il faut installer une application. Je vais pas le faire, mais peut-être il faut installer une application sur le terminal. Ça, je suis pas sûr. Et ensuite, vous pouvez le faire avec iPhone, ce qui est quand même sympa. Par contre, c'est moins complet et parfois ça bug, mais normalement ça va vous demander, ça va vous ouvrir un formulaire. Là, il veut pas me l'afficher, je sais pas pourquoi depuis ce matin. Un formulaire qui propose de mettre vos logins iCloud et vous mettez vos logins. Ah, si c'est bon. d'iCloud vers Google avec une techno qui s'appelle Markspace. Je connais pas, j'ai pas testé, mais a priori, voilà, ça c'est plutôt sympa. Donc vous avez la possibilité de synchroniser les deux, et ça, je sais pas ce que c'est. On va appuyer dessus. Ok, oui, on peut mettre à jour l'application, on va voir ce qu'il dit. Migration des contacts depuis les téléphones depuis Android 2.2. Ah, je crois que c'était... Oh, ok. Bon, en tout cas, il y a une mise à jour de l'application qui permet de synchroniser peut-être avec plus de terminaux, donc ça c'est bien. Et ça montre que Motorola bosse sur ses applications, ce qui est toujours sympathique. Et après, pour le reste, c'est vraiment du classique. Le seul élément qui peut être intéressant, c'est Play Music. Alors vous me demandez peut-être, oui, comment je fais pour lire de la musique sur ce terminal? Bah, vous utilisez ça ou vous pouvez télécharger d'autres lecteurs musicaux sur le Play Store. En tout cas, celui-ci, Play Music, est plutôt sympa. Et comme vous voyez ici, il y a une compatibilité avec Chromecast. Vous avez différents tris, artistes, albums, titres, etc. Ça, c'est un classique. Vous pouvez souscrire à une offre à une dizaine d'euros par mois, un petit peu moins, pour accéder un peu à la manière de Spotify ou Deezer à un catalogue de chansons. En streaming. Vous pouvez aussi faire du streaming avec vos fichiers qui sont stockés dans le cloud Google Music. Ça, c'est pas mal quand vous connectez sur votre compte. Donc là, normalement, il y a quelques fichiers. Je pense notamment ceux qui sont en haut, là, les trois, là. Les trois artistes qui sont synchronisés sur mon compte, Google. Je suis pas sûr. Mais je crois que c'est ça. Et après, sinon, que dire de plus? L'interface ici est plutôt sympathique avec la pochette en fond. Les contrôles classiques ici. Vous pouvez dire si vous aimez bien un morceau ou pas. Aléatoire répétition. Playlist en cours de lecture. Et au niveau de la qualité... ça va pas trop s'entendre, je vais vous faire écouter quelques secondes. Alors, le double haut-parleur frontal, honnêtement, c'est vraiment sympa. Moi, je vous avais déjà dit, chez HTC, je trouve que c'est super bien. Là, ici, j'aime bien aussi. Le son est assez fort. Il pourrait être plus fort. On le ressent notamment quand on regarde un film, des choses comme ça. Mais honnêtement, le volume est élevé. Le son vous englobe plus, c'est ça le concept, mais honnêtement ça fonctionne pour ceux qui n'ont jamais essayé. Mais comme vous avez vraiment deux haut-parleurs comme ça, le son ça part droit et un peu sur les côtés, et du coup vous vous sentez un peu plus dans le truc. Et même quand vous écoutez de la musique, c'est plus sympa. Donc ça c'est bien, c'est une bonne chose. Après le volume, quand il est à fond sur des morceaux qui envoient un petit peu, ça sature un petit peu, et ça c'est dommage. C'est pas extrêmement gênant, mais j'aurais bien aimé que ce soit pas le cas quand même. Et c'est un truc comme ça c'est dommage. Et que dire de plus? Sinon, non, si je devais comparer à ce que fait HTC est quand même au-dessus, mais il faut pas oublier que ça c'est un appareil à moins de 200 euros, alors que chez HTC, Boom Sound, c'est sur des terminaux généralement quand même assez haut de gamme, à un prix qui est beaucoup plus élevé que ça quand les terminaux sortent. On n'est pas sur le même genre de segment. Donc voilà, pour un appareil à 200 euros, je dirais que c'est un super bon haut-parleur.
Euh, je pense qu'on a fait le tour. Je revérifie ma liste. Alors, on a parlé du dual sim, des boutons, le machin, le web, audio. Audio, oui, vous avez un égaliseur aussi. Bon, ça, c'est dans Play Music de base, par les réceptions. Au fait, oui, le DAS est pas très élevé, je trouve, 0,687, ce qui est pas énorme. Et quand on regarde ça et qu'on se dit aussi la réception est bonne, bah, globalement, je trouve que c'est pas mal. Après, dites-moi ce que vous en pensez. Alors, on va parler autonomie. Je vais vous lancer mon application classique. J'ai fait mon test classique d'autonomie. Je vais vous laisser ça, même si ce ne sera pas parlant. Je vous invite à regarder le test écrit, dans lequel il y aura en fait, comme d'habitude, la courbe que j'ai sous les yeux là. Donc bon, voilà, je vous invite à regarder sur le site en parallèle peut-être pour que ça illustre un peu mieux. Mais en gros, sur mon test d'autonomie classique, pour rappel, qui consiste à faire 1 heure de lecture musicale, 1 heure de vidéo, 1 heure de surf actif sur le web, prendre quelques photos, filmer 5 minutes en full def, et 1 heure de jeu en 3D lourd. En l'occurrence, là, c'est une animation en 3D qui tourne en boucle, qui est assez lourde. Donc ça simule en fait un jeu en 3D lourd. Ça simule pas un casual game comme un puzzle ou un Candy Crush. Attention, c'est pas la même chose. Euh, sur ce test-là, il termine à 46%, ce qui est dans la moyenne à peu près. On va dire que c'est pas bien ni mauvais, mais c'est vraiment juste dans la moyenne, avec quand même 26% qui partent sur l'heure de manipulation en jeu. Mais je crois d'ailleurs que c'est sur cette courbe-là. Ouais, non, ou c'est peut-être là, je sais plus exactement. Peu importe. Donc ça c'est le truc le plus important, c'est savoir que oui, si vous jouez 1 heure sur un jeu en 3D de manière active, ça vous coûtera à peu près 30% d'autonomie, ce qui est pas rien. Moyennant quoi, on se retrouve quand même avant la 3D, avant le test de 3D, on se retrouve à 72%. Donc ça veut dire que si dans une journée vous avez des services synchronisés, vous avez fait un peu de musique, de vidéo, de web, vous ne faites pas de 3D, vous ne faites pas de GPS, eh bien vous aurez votre journée entière sans souci. Par contre, effectivement, si vous faites un peu de GPS pour vous rendre d'un point A à un point B, qu'après vous avez envie de faire un peu de jeu, regardez peut-être des vidéos avec, je sais pas, vous êtes en DLNA ou via Chromecast, un truc comme ça commence à pomper un peu plus. Là, vous pourrez éventuellement être un peu juste en fin de journée. Mais grosso modo, moi, ce que j'ai vu de mon utilisation au quotidien, qui est pas trop lourde, honnêtement, en ce moment, c'est que j'ai ma journée complète sans problème, mais ça ira pas beaucoup plus loin, c'est-à-dire que vous irez pas jusqu'à 2 jours. Généralement, ce qui va se passer, c'est que vous faites votre journée complète. Si vous le rechargez pas le soir même pendant la nuit, eh bien écoutez, le lendemain matin, vous serez peut-être à 30%. Alors c'est bien, mais ça suffit pas pour faire une journée. Donc voilà. Ensuite, niveau performance, bah, vous l'avez vu, dans l'interface, honnêtement, c'est agréable. Ça marche très très bien. Le web, c'est globalement bon, mais avec des petits ralentissements quand vous êtes sur un site qui est un petit peu lourd, hein, ça je vous en ai parlé, mais voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, et après sinon, en jeu, moi je vais vous montrer juste un score de bench pour référence. Rappelez-vous que c'est le même chipset que sur le précédent Moto G, donc faut pas s'attendre à des miracles. Et d'ailleurs, on est à 18 000. Pour référence, le Moto G, en tout cas quand je l'ai testé, le Moto G de l'année dernière, il était à 17 500. Donc voilà, il y a une petite... ça se trouve, en fait, c'est exactement le même score, c'est juste que je l'ai lancé à différents moments. Donc voilà, ça a tourné entre 17 000 et 18 000, peut-être 19 000. C'est pas un excellent score, hein, si je regarde le rang... Oups, ici... Bon, là, on est tout en bas, faites pas attention à ça, mais on est en dessous d'un MeToo, on est en dessous d'un Z2, voilà. C'est comme ça, c'est un appareil à 200 euros, c'est un appareil qui est pas forcément très bien spéqué, mais qui offre quand même une bonne expérience. Après, les performances brutes sont pas forcément au rendez-vous, ça signifie également que si vous voulez faire tourner des jeux un peu lourds pendant encore 2 ans, 3 ans, ce sera peut-être compliqué dans quelques temps. Dans l'immédiat, il n'y a aucun souci. Et je vais vous montrer d'ailleurs, par exemple, là c'est FIFA 2015 qui vient de sortir, c'est un jeu en 3D. On va attendre qu'il charge un petit peu. Je vais baisser le son, sinon je vais avoir des soucis avec YouTube. Mais en jeu, j'ai testé différents titres, des puzzles, des jeux plus en 3D. Et mis à part le fait que oui, ça prend pas mal d'autonomie, en tout cas les jeux plus lourds, bah, ça fonctionne bien. Et il chauffe pas trop. C'est un appareil totalement en plastique. Il n'y a pas de chauffe particulière, je trouve. Oui, on a une légère chauffe ici. D'ailleurs, là, il tourne depuis. Ça fait quoi?
30 minutes, il chauffe absolument pas là actuellement. J'ai rien fait de lourd avec, donc c'est peut-être normal. Mais sinon ça fonctionne très bien. Donc on va juste lancer ça très vite, très rapidement, pour montrer un peu comment ça tourne. Et puis pendant ce temps-là, ouais, non, j'allais dire, je vais vous parler de la qualité photo-vidéo. Le problème, c'est que pour illustrer, c'est pas terrible de vous montrer un jeu. Mais je vais vous en parler, je vais quand même introduire, après on reviendra dans la galerie pour terminer cette vidéo. Mais vous avez donc une qualité photo-vidéo qui est... Sur le précédent Moto G, elle était pas impressionnante, clairement. Sur ce terminal, on a quelque chose qui est peut-être un poil meilleur en photo de jour. Mais de nuit, c'est vraiment loin d'être excellent. On a beaucoup de bruit, du mal à faire le focus parfois. On a, qu'est-ce qu'on a d'autre en vidéo de jour, c'est pas mal. De nuit, c'est vraiment vraiment pas terrible. C'est moins bon si je fais le parallèle que en photo de nuit. Et vous avez en plus un petit effet de jello qui s'affiche de nuit avec une saccade. Enfin voilà, de nuit honnêtement, vraiment en photo, il est pas, c'est pas son truc. Donc là, vous voyez, hop, j'arrive pas, mais c'est pas grave. En tout cas, ça marche très très bien sur des jeux qui... Je pense qu'il est bien optimisé aussi, hein. C'est des gros développeurs, c'est des grosses boîtes qui bossent là-dessus, donc ça tourne bien. Mais clairement, l'animation est tout à fait fluide et la manipulation se fait rapidement. Faudrait... J'ai pas testé d'autres jeux plus lourds que celui-ci, parce qu'il est pas non plus, à mon avis, très très lourd, vu comment il tourne. Mais c'est pas mal du tout. Et j'ai failli me prendre un but. Voilà. Donc je voulais juste terminer sur... Vous avez vu, il y a quelques petites saccades en tant qu'on revient sur l'accueil. C'est le seul moment où vraiment on a l'impression que c'est pas top. Alors là je faisais des tests. Là c'est de... Bon bah là vous voyez c'est 2 jours. Tous ces échantillons sont sur testmobile.fr sur le test écrit. Et voilà. Donc là c'est ouais, on va dire 2 jours en bonne condition. Et honnêtement les couleurs sont bonnes, sont bien respectées. Vous voyez, ça c'est vraiment les couleurs classiques. Le fond est bien blanc, tel qu'il est censé être. Là, j'ai essayé de faire le focus vraiment en premier plan. C'est le but de ce cliché pour ceux qui se demandent. C'est un nouveau cliché, avant je le faisais pas, mais c'est vraiment pour tester à profondeur de champ. Et c'est pas mal, je trouve. Là, on a un bon flou. Enfin voilà, c'est intéressant. Là, au niveau pareil, des caractères, on est plutôt net. Ça va. Franchement, ça va. 2 jours, c'est assez rapide en plus. Là, c'est légèrement pâle, mais on a quand même pas mal de détails. C'est plutôt bon. Donc ça, c'est 2 jours. On a un mode macro qui est sympa, honnêtement, cette photo. Sur cette photo, on a pas mal de détails, on voit la poussière, tout ça, c'est passionnant, mais ça marche pas mal. Après de nuit, comme je vous disais, bon bah là il y a un peu de bruit quand même, c'est assez présent. C'est pas non plus, oula, là, désolé, bon, le focus n'arrive pas à se faire, mais c'est pas non plus très très gênant parce que il y a très peu de smartphones qui arrivent à s'en sortir bien de nuit, il y en a quand même, et celui-ci n'en fait pas trop partie. Mais c'est vrai qu'on aurait pu espérer un peu mieux, et c'est vrai que là l'image elle est très très sombre, là vous voyez rien du tout, alors que honnêtement il y a des appareils qui s'en sortent mieux que ça, donc je vous inviterai à regarder. Là par exemple ça se voit pas du tout, là, du coup je vais repasser sur un autre cliché, mais je voulais faire en fait c'est une macro, c'est la même macro que celle qu'on a vue avant mais de nuit, et celle-là elle est juste impossible à faire de nuit, c'est pas possible. Et en vidéo je voulais vous montrer donc le son. Alors, pour le son, il y a un truc qui est important de noter, écoutez bien. Alors, vous l'entendez sûrement pas parce que le micro il est un peu plus haut, mais il y a un bruit de fond qui est assez marqué. Donc ça, moi je trouve c'est problématique. Au début de mes échantillons, en fait, ce que je fais, c'est que je laisse un silence entre guillemets total, et normalement, bah, vous n'êtes pas censé entendre un bruit de fond, un soufflement. Bah, là, on a un gros soufflement en permanence. Donc ça, c'est vraiment dommage. Sinon, le son est pas mauvais, mais le soufflement pour moi, c'est vraiment un souci. Enfin, c'est dommage, on va dire. Et après, bah, si vous voulez, l'image est plutôt bonne de jour. Comme je vous disais, ça c'est correct, les couleurs sont bonnes, le focus se fait assez bien. C'est un peu galère parce qu'en fait, quand vous filmez, si vous appuyez sur l'écran, ça va prendre une photo. Et le focus il se fait automatiquement, donc c'est un petit peu pénible.
Mais sinon, c'est pas mal du tout. Après, de nuit, bah, c'est ça le souci, quoi. C'est beaucoup plus saccadé, comme vous pouvez peut-être le voir. Ça, la vidéo, elle est sur YouTube. Non, vous voyez que dalle, donc je vais arrêter ça, ça sert à rien. Il y a un truc que je voulais vous montrer aussi, non, ça vous le verrez pas non plus. Désolé, regardez l'échantillon. Mais par exemple, quand vous bougez de jour, voilà, je tremble, l'image se déforme pas vraiment. Et là, je passe de nuit et vous voyez rien. Ouais, vous voyez rien, désolé. Regardez l'échantillon. De toute façon, c'est pas le but, c'est pas de vous montrer les choses comme ça à travers la caméra, c'est que vous regardiez les vidéos et que vous fassiez votre avis, votre propre avis. Mais sur l'échantillon, vous verrez qu'à la fin de la vidéo, en fait, je fais exprès de trembler parce que j'avais vu ce phénomène. Et quand vous êtes de nuit, eh bien l'image a tendance à se déformer, à partir dans les flous. Enfin, c'est vraiment chaud. Donc ça, c'est dommage. Donc concrètement, pour conclure sur cet appareil, qu'est-ce qu'on a dans la main? Alors déjà, est-ce que si j'ai un Moto G actuellement, est-ce que c'est intéressant de prendre celui-ci? Non, je ne pense pas, parce que c'est à peu près la même chose qu'un Moto G, un petit peu mieux sur pas mal d'aspects, et puis un plus grand écran. Voilà, c'est à peu près tout. Maintenant, pour un terminal Android à 200 €, je trouve que la prestation globale est pas mauvaise. Je sais pas ce que vous en pensez. Si vous avez regardé ce test dans cette intégralité, vous avez sûrement un avis. Mais moi, je trouve que c'est pas si mal. Le design est correct, compact. La batterie est pas movible, c'est un peu dommage, mais c'est peut-être ce qui fait aussi qu'il est compact. Il a l'air vraiment robuste quand on le prend en main. Ça, j'aime bien. Les touches à côté, là, ici, sont un petit peu dures, mais c'est pas non plus extrêmement gênant au quotidien. Moi, ça me plaît pas, mais c'est pas non plus rédhibitoire. L'écran est bon. C'est un bon écran 5 pouces, même si la résolution n'est pas extrêmement élevée. Moi, je trouve que ça suffit pour ce genre de gamme. Niveau mémoire, on est un peu short, mais éventuellement, vous pouvez mettre une micro SD, ça peut compenser. On a un système de haut-parleur frontal ici qui est plutôt sympa, qui marche bien. Il n'est pas parfait, bien sûr, mais encore une fois, on est sur une gamme voilà, à petit prix, on va dire entre guillemets petit prix. 200 €, c'est pas un petit prix, on est d'accord. Donc bon voilà, j'aurais bien aimé que la saturation se fasse pas en volume max, mais ça reste pas si mal que ça. L'interface est sympa, c'est du Android brut avec quelques petits ajustements, quelques petits rajouts de la part de Motorola très discrets. Pour ceux qui aiment bien Android, vous serez plutôt content a priori, et après vous pouvez le personnaliser comme vous voulez. Il est dual SIM, ce qui reste un des éléments clés sur le Moto G, c'est qu'il est dual SIM. Il n'est pas 4G, mais il est dual SIM. Et donc ça, c'est un élément qui peut vous plaire. En tout cas, si vous achetez cet appareil, a priori, c'est que l'élément dual SIM, l'argument du dual SIM vous touche un minimum. Sinon, il y a quand même d'autres possibilités sur ce genre de prix, etc. Peut-être avec des specs d'ailleurs meilleurs. Je pense à des appareils chez Wiko, etc. J'ai pas de nom en tête là comme ça, mais c'est ce genre de choses. Pas uniquement Wiko d'ailleurs. Après, au niveau des points négatifs, il y en a pas tant que ça. Je dirais que la qualité photo et vidéo de nuit est quand même vraiment pas top. Et ça, c'est un peu dommage. L'autonomie est pas excellente. On aurait pu s'attendre à mieux. C'est vrai que ces derniers temps, on a tendance à tester des terminaux qui arrivent à aller dans les 2 jours en usage classique. Et moi, j'aimerais bien qu'on arrive à se retrouver sur un standard comme ça. Bon, c'est pas encore le cas. Et ici, on se retrouve quand même avec une grosse journée, ce qui est déjà pas mal, on va dire. Mais ça aurait pu bien sûr être mieux. Après, les perfs en soi, c'est pas un point négatif. C'est juste que c'est un appareil de gamme, on va dire, inférieure, on va dire de bas de moyenne gamme. De fait, vous n'avez pas d'excellentes performances. Enfin, vous avez de bonnes performances, mais vous n'aurez pas une forcément bonne durée de vie. Dans un an, il y aura probablement des jeux qui sortiront, et même déjà maintenant, si vous tapez sur les jeux vraiment très gourmands, il y a des choses que ça tourne pas très très bien. Et donc voilà, ça c'est juste à prendre en compte si vous êtes un gros gamer sur des jeux en 3D super lourds, que vous avez envie de tout tester sur votre terminal Android, ce sera peut-être pas l'appareil pour vous. Par contre, si vous cherchez un appareil 5 pouces avec un écran correct, une prestation globalement moyenne plus, écoutez, le Moto G 2014, on va dire seconde génération, est plutôt sympathique. Voilà, ce sera à peu près tout pour ce test de ce Moto G. Dans la description, comme d'habitude, je vous mets un lien où vous pouvez trouver tous les prix de l'appareil. Si vous utilisez un des liens pour acheter le produit, ça peut nous aider pour nous développer. Donc voilà, si l'appareil vous intéresse, n'hésitez pas à faire ça. Bien sûr, aucune obligation. Et puis moi, j'espère que ce test vous a été utile. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine.